9 avril 1940 Norvège. Le matin est vif et casse alors que des navires de guerre remontent le fjord et que les moteurs résonnent dans l'air. Les sirènes montent et descendent. Les gens lèvent les yeux vers le ciel, entendent des avions traverser les villes. Les rumeurs se propagent rapidement. L'Allemagne attaque et les capitales est sur le point de tomber. Pendant des mois, la Norvège tente de rester neutre. Mais son long littoral est vital pour les guerres. Les Allemands veulent le contrôle des ports et des flottes pour sécuriser le flux de minerais de fer. De Suède qui maintient leur usine en vie. Ils veulent aussi bloquer la Grande-Bretagne qui planifiait sa propre incursion en Scandinavie. Le DIAT est situé sur le chemin de Norvège. Il fut saisi en quelques heures. Maintenant Oslo fait face au même destin. Le roi et le gouvernement se retirent à l'intérieur des terres. Le soif des radios nationales se tait. Puis crépite à nouveau avec une voix affirmant parle au nom de la nation. Il annonce un nouveau gouvernement exige que les résistances cèdent. Les émissions semblent confiantes. Mais les villes n'est peu convaincu sur le pays non plus. Prononce avec choc et incrédulité que le nom de ce collaborateur nazi définira un jour le mot traître. Ce nom est Vidar Quisling. Vidar Abraham Lorijonso Quisling est né le 18 juillet 1887. Le Frested, une municipalité rurale du comté norvégien de Telemark. Son père était le pasteur luthérien généalogiste Jopla Quisling et sa mère Anna Caroline Bond venait d'une famille bien connue du sud de la Norvège. Il réussit bien à l'école et choisit l'armée pour sa carrière. En 1905, il obtint le meilleur score d'entrée à l'Académie militaire norvégienne. Un mois plus tard, il intégrait le collège militaire norvégien et sorti avec les meilleurs résultats depuis la fondation du collège en 1817. En 1911, il rejoignit l'état-major général. Pendant les premières guerres mondiales qui commençaient à l'été 1914, la Norvège reste neutre de conséquence. Le début du service militaire de Quisling fut consacré à l'étude. Le travail d'état-major plutôt qu'au champ de bataille. Il était ambitieux, discipliné et sûr de pouvoir servir un objectif national plus grand. Lorsque les premières guerres mondiales se terminaient en novembre 1918, Quisling partit à l'étranger et commence. Le parti de ceux qui fit connaître son nom de dehors de Norvège. Il travaille en étroite collaboration avec l'explorateur humanitaire Fridtjof Nansen. Il était organisé l'aide humanitaire pendant les famines d'un œuf de dans les régions de Voldan. Russie. Pendant ces années, il rencontre également Alexandre Angivne de Varonine. Il l'épousa quelques jours après son 17e anniversaire. En août 1922. Seulement un an plus tard, elle était enceinte. Quisling insiste pour qu'elle avorte. En un œuf de trop, Quisling rencontre déjà sa deuxième femme, Marie Vasilievna Bazetnikova. Il l'aurait épousée même si son premier mariage était toujours valide. Au cours des années suivantes, il présente sa première femme au public comme sa fille. En un œuf de trop, le trio se rendit à Paris en 1924 de retour en Norvège. Puis ils se séparèrent. Alexandre retourne en France où elle vécut quelques temps et émigrait. Plus tard en Chine, Quisling travaillait bientôt nouveau pour Nansen. Cette fois voyage en Arménie, de retour à Moscou qu'il fut employé par la diplomatie. Gerrit Tenenku. Pour ses services à la Grande-Bretagne. Il fut nommé commandant de l'ordre de l'Empire britannique, des années plus tard au 1940e. Cet honneur fut révoqué par le roi George VI pour la collaboration de Quisling avec l'Allemagne nazie. Pendant ses activités diplomatiques, Quisling fut accusé d'utiliser les canaux diplomatiques pour faire passer clandestinement des millions de roubles au marché noir, malgré que les allégations n'aient jamais été confirmées. Il revint en Norvège en 1929 en homme riche. Après son arrivée, il vendit un grand nombre d'antiquités, d'œuvres d'art qu'il avait acquises et peu prix d'or. Russie post-révolutionnaire. Cela inclut des œuvres d'artistes comme Rembrandt, Goya et Cézanne. Quisling était également actif littéralement. Et ses œuvres couvertement racistes et anti-bolcheviques lui ont valu une grande publicité. Bientôt il est en traite politique et de 1931 à 1933 il est servi comme ministre de la Défense de la Norvège. Quisling s'est souvent prononcé contre la gauche politique et averti que la Norvège était menacée par des ennemis étrangers et intérieurs. Il pensait que le pays avait besoin d'un nouveau type d'unité nationale qui éliminerait les conflits de la politique. Il était un fervent critique des négociations parlementaires, croyait que le groupe d'intérêt affaiblissait la nation. En 1933, il fondait un nouveau parti radical, le National Samling, signifie Rassemblement National, inspiré par les nazis allemands. Il a pris le titre de Führer et élabore un programme mêle nationalisme, régime autoritaire et corporatisme. Il parlait d'une société où les groupes professionnels seraient organisés et coopérés sous un État qui se tiendrait au-dessus des querelles de partis. Il enveloppait son mouvement de symboles de l'histoire nordique et du langage chrétien qu'a promis de défendre la Norvège contre le communisme. Le parti ne remporte qu'un siège au Storting, l'Assemblée nationale norvégienne est restée petite. Il était largement ignoré par les électeurs. Dans les années suivantes, Quisling s'est associé davantage d'autres mouvements d'extrême droite en Europe. Il s'est rendu à des conférences fascistes de Montreux Suisse en décembre 1934. Il a également rencontré l'idéologue nazi allemand Alfred Rosenberg en 1939. Il a visité l'Allemagne nazie le 14 décembre 1939, quelques mois seulement après le début de la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre. Il rencontrait Adolf Hitler. Après cette visite, Christian a reçu des fonds pour son parti de l'Allemagne,
Quelques jours avant l'invasion allemande du Déac, il devint Norvège. Il rencontrait des officiers du renseignement allemand qui lui demandent des informations sur les défenses norvégiennes des protocoles militaires. Le tout ancien ministre de la Défense qu'il avait accès à des informations cruciales. Le 9 avril 1940, les forces allemandes ont envahi la Norvège de Déac par mer et par air. Le roi norvégien a constaté le gouvernement refusé de se rendre. Ils ont quitté la capitale Oslo pour continuer à lutter contre les nazis. Quisling sentit que ses chances étaient enfin venues et fait son coup le plus célèbre, avec le soutien nazi qu'une liste de ministres préétablie. Il s'est rendu au studio de radio d'Oslo et s'est déclaré Premier ministre. Il ordonnait les mobilisations et l'arrêt de toute résistance contre les occupants allemands. Il est qualifié de déserteur les membres légitimes du gouvernement qui avaient quitté Oslo pour continuer à combattre les Allemands. Ces ordres d'arrêter les combats d'arrêter Vroth et d'autres ministres ont été ignorés par les Norvégiens. Le roi Kjøgen s'était refusé de nommer Christian Premier ministre qui a déclaré l'invasion allemande illégale. En quelques jours, les autorités allemandes ont mis Quisling de côté pendant qu'elles construisaient leur propre structure administrative, espérant qu'elle parviendrait à un accord avec le roi. Les tentatives de coup d'État avaient été les premières du genre radio. Mais elles n'apportent aucune autorité réelle et engendrent une haine profonde de son travers. Le Norvège, Vidkun Quisling est devenu un traître et un échec en même temps. Mais le coup d'État manquait de paix mis fin à ses activités politiques et sa collaboration avec l'Allemagne nazie. L'occupation allemande s'est installée avec elle et venue une lente refonte de l'État. Quisling a finalement servi comme Premier ministre par intérim. Mais le pouvoir réel était entre les mains de l'administration allemande et des forces d'occupation, tandis que le roi continuait à combattre les Allemands et s'exiler au Royaume-Uni. Quisling aidait les nazis à réprimer toute résistance contre eux. Les chefs de l'opposition et des militants ont été persécutés et exécutés. Le police d'État était formé pour aider la Gestapo et les polices secrètes allemandes. Le traquait les résistants. Tous les partis ont été abolis à l'exception du National Samling de Quisling. Quisling aidait les nazis dans ses activités. En février 1942, il est finalement devenu Premier ministre du gouvernement norvégien. Pendant tout ce temps, il travaille aux côtés du dirigeant civil allemand, le Rex-commissaire Joseph Terboven, responsable de la domination allemande sur la Norvège. Quisling était actif non seulement dans la lutte contre les résistants norvégiens et l'opposition, son régime collaborationniste, mais aussi dans la persécution des Juifs en Norvège. La communauté juive norvège n'était pas grande mais les persécutions les ont durement frappées. Plus de la moitié des Norvégiens morts dans des camps de concentration et d'extermination nazis étaient juifs. Même lorsque le cours de la guerre tournait après Stalingrad en 1943, et les avancées alliées sur d'autres théâtres de guerre européens, Quisling a continué à soutenir l'Allemagne. Son régime organisait des défilés, des cérémonies et des événements de propagande, insistant sur le fait que les victoires allemandes étaient encore possibles. Mais le mot sonnait creux. L'activité de résistance s'est accrue. Les raids aériens alliés se sont intensifiés et les prisons et camps allemands se sont remplis d'otages et de combattants norvégiens. Dans le nord de la Norvège, les occupants préparaient une retraite aux terres brûlées. Des villages et des fermes de les comtés de Fiat et de Trom ont été incendiés et des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de se déplacer vers le sud. Le régime de Quisling d'Oslo n'avait pu arrêter les politiques destructrices de l'Allemagne. Il n'avait pas un pouvoir réel contre les ordres militaires allemands. Après la défaite, les ruines du nord de la Norvège témoignaient de ce que l'occupation avait signifié. Lorsque les décisions allemandes étaient exécutées sans retenue sur le territoire norvégien. En mai 1945, l'occupation a pris fin en Norvège. Les forces allemandes se sont finalement rendues et Christian était arrêté. À partir du 20 août 1945, il était jugé lors de la grande épuration juridique qui a suivi la guerre. Les salles d'audience est devenu un lieu de la colère du pays et son désir de justice se sont rencontrés publics. Les accusations comprenaient l'œuvre de trahison contre l'État norvégien, le meurtre et le détournement de fonds. Ses défenses tentaient de montrer qu'il avait agi pour le bien de la Norvège pour une période difficile. Quisling déclare qu'il voulait protéger le pays de la guerre civile et de la domination étrangère, mais les juges du public n'ont pas accepté cela. Le tribunal a annoncé son verdict le 10 septembre 1945. Le déclare coupable et le condamne à mort. Le 8 mai 1945, juste un jour avant que Vidkun Quisling ne se rende à la police, il a déclaré que le 10 il serait considéré comme un nouveau saint Olaf, un symbole de l'indépendance et de la fierté de la Norvège. Mais il s'était gravement trompé. Pendant après la Seconde Guerre mondiale, son nom est entré dans les langues comme synonyme de trahison. Quisling est devenu un mot pour traiter de se répandre rapidement et il n'a jamais disparu. Lorsque le 4 octobre 1945 à 2h du matin, peut être le plus infâme de la Seconde Guerre mondiale, il a été exécuté par un peloton d'exécution de la forteresse d'Akershus au soir qu'il avait 58 ans. Ces derniers mots avant d'être fusillé furent « Je suis condamné injustement et je meurs innocent ». Avant de terminer l'histoire de jour, jeter un œil à Eldrist J2TV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.